Droit de l'urbanisme. Introduction. Sur les enjeux du droit de l'urbanisme. La concentration de la population dans les milieux urbains ne cesse de croître. Même si l'exode rural a ralenti, elle existe toujours. Quelques chiffres. En 1846, 8,6 m de personnes vivaient en ville. En 1936, 22 m. En 2019, 52,8 m, soit 79,2% de la population française. Dans ces conditions, la question de l'aménagement de l'espace urbain, de leur agencement, leur ordonnancement n'est pas sans conséquence sur le climat social, les déplacements et activités économiques. L'occupation de l'espace se trouve bouleversée par le développement technologique. En métropole, de nombreuses villes sont millénaires. Elles ont été construites à des époques où les modes de transport n'étaient pas les mêmes. L'adaptation est nécessaire. Il faut alors changer les mentalités, ce pourquoi le droit ne peut pas être que prescriptif, mais aussi incitatif. Le droit de l'urbanisme présente un caractère programmatique. De ce point de vue, il planifie l'usage à venir des espaces. Il réglemente également l'usage actuel des terres. Les espaces sur une commune n'ont pas tous la même fonction. Si on les analyse par rapport à leurs usages finalités, on peut schématiquement considérer que les centres-villes sont plutôt destinés aux activités économiques, les banlieues plutôt destinées à l'habitation, et les littoraux et espaces boisés plutôt un enjeu environnemental. Le droit de l'urbanisme va surtout concilier des usages qui a priori sont incompatibles. C'est de ce point de vue une matière de droit administratif. La conciliation est rendue impérative si l'on recherche le bien-être collectif. Conciliation entre intérêts, mais aussi entre acteurs diversifiés, communes, intercommunalités, DPT, régions, État. L'une des missions du droit de l'urbanisme est de concilier les acteurs autour d'objectifs communs. L'État, les CT, sont amenés à collaborer par des structures particulières qui peuvent prendre des formes variées, établissements publics, commissions spécialisées, syndicats mixtes. Ce qui va finir par expliquer l'originalité de la hiérarchie des normes en droit de l'urbanisme. 1. La répartition des compétences d'urbanisme. Qui fait quoi? Le fonctionnement de la ville est d'une grande complexité, en raison de la multiplicité des intérêts publics et privés qui s'y rencontrent et qui s'y affrontent. Les acteurs de la ville sont eux-mêmes très diversifiés. Le monopole que l'État détenait traditionnellement en matière d'urbanisme depuis 1943, loi du 15 juin 1943, est tombé 40 ans plus tard, avec 3 lois. La loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. La loi du 18 juillet 1985, relative à la mise en œuvre des principes d'aménagement. Loi du 13 décembre 2000, loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, sur les quotas de logements sociaux. Les communes et leurs regroupements ont largement bénéficié des réformes en matière d'urbanisme. Les autres collectivités, moins. A. Les compétences communales et intercommunales. Il n'est pas étonnant que ces collectivités soient les principales bénéficiaires des réformes d'urbanisme, car ce sont les premières concernées par les règles urbanistiques. 2. Compétences, dans l'établissement des documents d'urbanisme, et dans leur application. 1. L'établissement des documents d'urbanisme, la planification. La loi de 1983 avait prévu le transfert aux communes ou à leur regroupement la responsabilité de l'établissement des plans locaux d'urbanisme, postes de l'époque, et de leur schéma directeur. Cette organisation-là a été maintenue par la loi SRU. Depuis la loi SRU, les communes sont compétentes pour établir les PLU, et les intercommunalités les SCO. Les plus petites communes ont la possibilité de se réunir pour établir des PLUI. Si elles sont trop petites, le code de l'urbanisme ne leur impose pas d'établir de PLU, en revanche, elles sont tenues d'établir une carte locale d'urbanisme. Quoi qu'il en soit, toutes les communes ont l'obligation de planifier les usages de leur sol. Le législateur accorde une certaine liberté aux communes pour décider des contenus de ces documents. En principe, la liberté est totale. Principe de libre administration de l'article 72 de la Constitution. La première contrainte pour les communes sera le SCO. À l'égard des SCO, compte tenu de leur échelle, les intercommunalités ont obtenu des compétences qui ne sont pas neutres et affectent les communes concernées, qui se prononceront dans le cadre de l'intercommunalité sur la définition du périmètre du SCO. À la majorité des 2/3 des communes concernées dès lors qu'elles représentent plus de la moitié des habitants de l'intercommunalité. Les organes délibérants des communes et des intercommunalités sont compétents pour l'approbation des documents d'urbanisme. L'exécutif a la compétence pour instruire, donc élaborer, ces documents. 2. L'application des documents d'urbanisme, les autorisations d'urbanisme. Dans les communes dotées d'un PLU approuvé ou d'une carte communale, le maire est compétent pour délivrer des autorisations d'occupation des sols, (XPC). En réalité, le maire est donc compétent pour toutes les autorisations d'urbanisme. Il est compétent aussi pour délivrer les CU. Les CU sont la carte d'identité d'un fonds au regard des règles d'urbanisme. Ce pouvoir est exercé au nom de la commune et sous son contrôle. Cette compétence peut être cédée aux intercommunalités lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale. Les communes comme les intercommunalités peuvent, pour mener une politique d'acquisition foncière, user d'un droit de préemption de certaines zones. B. Les compétences des autres collectivités territoriales. Ces collectivités ne peuvent élaborer que des documents d'urbanisme prévus par la loi, et dans des conditions encadrées par la loi. Par exemple, la région élabore le schéma d'aménagement régional. Le rôle de la région est le développement économique. Le SAR visera alors à appréhender l'aménagement dans un but de développement économique. Si les PLU doivent être conformes aux SCO, les SCO doivent seulement prendre en compte les SAR. De la même manière, les départements, puisqu'ils ont la compétence en matière d'ENS, et d'autre part en matière de développement agricole, ils élaborent 2 documents que sont le plan de gestion des ENS, ainsi que des plans de développement agricole. C. Les compétences de l'État. L'État exerce 3 compétences.
d'abord l'établissement des normes d'encadrement, 1, ensuite il participera à l'exercice des compétences décentralisées, 2, et enfin il assumera des compétences non décentralisées, 3. 1 degré l'établissement des normes d'encadrement. Il s'agit de règles et contraintes qui s'imposent aux autorités locales dans l'exercice de leurs compétences. Elles visent d'abord à assurer la cohérence de l'aménagement. Certaines sont très anciennes comme le RNU. Les SUP qui peuvent affecter l'utilisation des sols, leur valeur foncière. 2 degrés la participation à l'exercice des compétences décentralisées. Il s'agit pour les services de l'État de participer à l'établissement des documents communaux et intercommunaux, puisqu'ils interviennent pour apporter souvent une expertise technique. Ex-BRGM, Bureau de recherche de géologie minière, intervient auprès des communes pour l'établissement des risques naturels. L'État reste chargé du contrôle de légalité des documents de planification ainsi que des autorisations d'urbanisme. La délibération qui approuve un PLU n'est opposable que lorsqu'il est transmis au préfet pour contrôle de légalité, tout comme un PC. Un préfet peut déférer une autorisation d'urbanisme au tribunal administratif, déféré préfectoral délai de 2 mois. 3 degrés l'exercice des compétences non décentralisées. En dehors des territoires couverts par les SCO et les PLU, certains espaces, en raison de leur étendue et de leur nature, font l'objet de mesures de planification spécifiques. Sur le territoire national, certains espaces, pas forcément urbanisés, sont soumis à une planification de l'État à titre propre, au détriment de la déplanification communale. L'État est chargé d'établir d'abord des directives territoriales d'aménagement et de développement durable. L'État est chargé d'établir également les schémas de mise en valeur de la mer. Mais aussi les plans de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine. 2. La hiérarchie des normes urbaines. La difficulté tient à la multiplicité des normes, qu'elles soient opposables directement ou indirectement. Dans le même temps, les relations entre les acteurs qui élaborent les règles d'urbanisme se sont complexifiées. Quand l'État a le monopole, c'est plus facile de discuter. En 1995, le législateur avait instauré le principe de la compatibilité limitée. Elle avait pour vocation de simplifier les rapports juridiques entre les normes. Il s'agissait de limiter les obligations pesant sur chacun des documents d'urbanisme, en imposant un rapport de compatibilité qu'avec la norme immédiatement supérieure. Il n'existait alors aucun lien entre les documents d'urbanisme, principe d'indépendance des législations. Avec la loi SRU du 13 décembre 2000, le législateur a fait le choix de décloisonner l'urbanisme et de l'ouvrir à toutes les législations qui jusque-là étaient indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire qu'avant, on voulait construire un ouvrage, on demandait un PC, mais aussi une autorisation au titre de l'environnement, etc. Aujourd'hui, le PC devra être conforme à toutes les législations. C'est ainsi que le schéma issu de la loi de 1995 s'est rapidement compliqué, de nouvelles normes sont apparues, des obligations nouvelles ont été imposées. Aujourd'hui, il existe des situations où des rapports de compatibilité sont obligatoires, et d'autres où il existe de simples rapports d'interférence. A. Les rapports de compatibilité obligatoires. Un rapport de compatibilité strict doit exister entre les PLU et les SCO. Les PLU doivent être compatibles et conformes avec les SCO. Ces derniers sont les principaux réceptacles sujets des obligations de prendre en compte, les SCO doivent prendre en compte tous les autres documents prévus par la loi, SAR, schéma de mise en valeur de la mer, loi littorale, etc. Les PLU doivent être strictement compatibles avec les SCO. Disons que les SCO font écran entre le PLU et le reste. Au terme de l'article L131.1 du Code de l'urbanisme, les SCO doivent être compatibles avec les documents suivants, les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne. En métropole, avec les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, SRADDET, prévu à l'article L4251-3 du CGCT. Le SCO en Outre-mer doit être compatible avec le SAR, schéma d'aménagement régional, ARL 4433-7 du CGCT. Autre document avec lequel les SCO doivent être strictement compatibles, ce sont les chartes des parcs naturels régionaux. Le document institutif de chaque parc, charte, est un document d'urbanisme, article L333-1 du Code de l'environnement. Article L331-3 du Code de l'environnement. Les SCO doivent être strictement compatibles avec les orientations fondamentales d'une orientation équilibrée de la ressource en eau telle que définie par l'article L212-1 du Code de l'environnement. Autre document avec lequel les SCO doivent être compatibles, ce sont les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de protection des eaux. Prévu article du Code de l'environnement. Mais aussi les documents de gestion des risques d'inondation par application de L566-7 du Code de l'environnement. Les directives de protection et mise en valeur du paysage prévues article L351 du Code de l'environnement. Enfin, les dispositions particulières des zones de bruit des aérodromes prévues article L112-4 du Code de l'urbanisme. B. Les rapports d'interférence. Le rapport d'interférence se traduit dans le Code de l'urbanisme par l'expression « prendre en compte ». Le rapport d'interférence nourrit la logique programmatique du droit de l'urbanisme. Sans imposer de rapport de compatibilité, le Code de l'urbanisme prévoit que le SCO prenne en compte les éléments suivants. Les objectifs du SRADDET prévus à l'article L4251-3 du CGCT. Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L371-3 du Code de l'environnement, et schémas régionaux de développement de l'agriculture marine, article L923-1 du Code rural et de la pêche maritime. Les programmes d'équipement de l'État, des CT, des établissements et des services publics. Les schémas régionaux des carrières, prévus article L515-3 du Code de l'environnement. Les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière prévus article L131-2 du Code de l'urbanisme. En cas de SCO qui ne respecte pas un rapport d'interférence, le PLU pris par application n'est pas illégal, le SCO fait écran. Toutefois, si un SCO ne respecte pas un rapport de compatibilité, le PLU pris en application sera quand même attaquable. Rappel, j'ai un décret illégal,
je dépasse le délai de 2 mois pour l'attaquer. Mais un arrêté pris en application pourra lui être attaqué dans le délai. C'est pourquoi on peut attaquer le plus illégal. Or l'administration a l'obligation de retirer tous les actes illégaux. Le nœud de la hiérarchie des normes en droit de l'urbanisme, ce sont les SCO. Plusieurs communes dans une intercommunalité. Chaque PLU devra être conforme au SCO. C'est le document de planification pivot qui fait le lien entre toutes les règles nationales et tous les documents de planification qui devront être compatibles avec. Le droit de l'urbanisme se présente comme un corpus qui règle à la fois la planification de l'occupation de l'espace et en même temps son utilisation. Partie la planification de l'occupation de l'espace. En tant qu'instrument de planification, le droit de l'urbanisme repose sur des documents d'urbanisme. Des cartes, plans, qui présentent une réelle portée normative. Pour autant, elle n'est pas que descriptive. Ces documents sont opposables aux tiers. Les tiers peuvent soit s'en prévaloir contre l'administration ou un autre tiers, soit justement se voir opposer les documents d'urbanisme. Ce ne sont pas des documents déclaratoires. On peut distinguer dans la masse des documents de planification, entre les outils de planification stratégique, et les outils qui fixent des règles d'urbanisme. Chapitre 1. Les outils de planification stratégique. D'un point de vue stratégique, 2 instruments particuliers doivent être étudiés, les directives territoriales, section 1, et les SCO, section 2. Section 1. Les directives territoriales. D'un point de vue chronologique, il en existe 2, les directives territoriales d'aménagement, 1, et les directives territoriales d'aménagement et de développement durable, 2. 1. Les directives territoriales d'aménagement, DTA. Elles sont créées par la loi du 4 février 1995. Ce sont des documents qui expriment les objectifs et les orientations de l'État sur des territoires présentant des enjeux nationaux. Ces directives sont élaborées par l'État, et elles fixent d'une part les orientations fondamentales de l'État en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. D'autre part, ces directives fixent les principaux objectifs de localisation des grandes infrastructures de transport, des grands équipements, et de préservation des espaces naturels des sites et des paysages. Elles peuvent s'adapter aux zones particulières que sont les montagnes massives et les littoraux. Aujourd'hui, l'élaboration d'une DTA n'est plus possible, car l'État élabore des directives territoriales d'aménagement et de développement durable. Les DTA approuvées avant le 13 juillet 2010 restent en vigueur, conservent tous leurs effets, dès lors qu'elles ne sont pas supprimées, ou transformées en DTA-DD. Ces directives vont d'imposer au SCO, ou en l'absence de SCO, au PLU. 2. Les directives territoriales d'aménagement et de développement durable, DTA-DD. Ce sont des instruments créés par la loi Grenelle II, modifiée en 2016. L'idée était de verdir le droit de l'urbanisme. Elles font que ces directives précisent les objectifs et orientations de l'État dans les domaines suivants, urbanisme, logement, transport et déplacement, développement des communications électroniques, le développement économique et culturel, les espaces publics, les commerces, les espaces naturels agricoles et forestiers, les sites et les paysages. De plus, ces directives visent à assurer la cohérence des continuités écologiques, l'amélioration des performances énergétiques, et la réduction des émissions de GES. Progressivement, on s'aperçoit que les DTA sont intégrés ou repris par les DTA-DD. Section 2. Les SCO. Les SCO sont des documents de planification stratégique à long terme, une période d'environ 20 ans, créés par la loi Solidarité Renouvellement Urbain, loi SRU, en décembre 2000. Loi modifiée par l'ordonnance du 17 juin 2020, qui a modernisé les SCO afin de les adapter aux enjeux contemporains. Le périmètre du SCO doit tendre aujourd'hui vers l'échelle d'une aire urbaine, c'est-à-dire d'un grand bassin de vie, d'un bassin d'emploi. Cette notion est clairement visée par l'ordonnance de 2020. Les SCO peuvent être institués par des syndicats mixtes, des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, PETR, un pôle métropolitain, un parc naturel régional, ou un EPSI. Le SCO est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles qui sont centrées sur des questions d'organisation de l'espace, de l'urbanisme, de l'habitat, des mobilités, de l'aménagement commercial, de l'environnement, biodiversité, énergie, climat. Et depuis 2020, le SCO doit permettre d'établir un projet de territoire qui anticipe les conséquences du dérèglement climatique, les transitions écologiques, énergétiques, démographiques, numériques. Au fond, le SCO devient le document qui assure la cohérence normative en matière de règles urbaines. De ce point de vue, le SCO est un document intégrateur. Il est chargé d'intégrer des documents de planification supérieure, par exemple les schémas DPT d'aménagement de gestion des eaux, les SRADES, les SRA, etc. Le SCO est donc le document pivot, car sur son fondement, les PLU ou PLUI sont élaborés. À l'échelle locale, il assure ainsi la cohérence des documents sectoriels intercommunaux que sont notamment les plans locaux d'habitat, ou les plans de développement urbain. Les PLU doivent tous être compatibles et strictement compatibles avec les orientations du SCO. Que contient le SCO ? Suite à la publication de l'ordonnance de modernisation des SCO, le document se compose depuis avril 2021 de 2 parties principales, plus des annexes. Le SCO est composé d'un projet d'aménagement stratégique, qui permet à l'intercommunalité de se projeter dans le temps long, en planifiant l'occupation et le développement du territoire à l'horizon de 20 ans. Dans cette vision stratégique, le plan d'aménagement stratégique s'assure des équilibres locaux, la mise en valeur de l'ensemble du territoire, en assurant une complémentarité entre développement de l'urbanisation, système de mobilité, et espace et patrimoine à préserver. Le document d'orientation et d'objectifs, DO. Il définit les orientations localisées et chiffrées autour de 3 grands thèmes. D'abord le développement économique, agricole, et le commerce. Ensuite, le logement, les mobilités, les équipements et les services, enfin les transitions écologiques et énergétiques, et la préservation des ressources naturelles. Le DO fixe des objectifs applicables aux projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale.
Il décline donc de manière chiffrée autour de ces trois grands axes, le projet d'aménagement stratégique. Les annexes. Elles reprennent les principaux chapitres de ce qu'on appelait avant le rapport de présentation. On y trouve un diagnostic technique global de l'espace couvert par le SCO, une évaluation environnementale, une évaluation économique, une évaluation sociale. C'est la description globale de l'intercommunalité. Le SCO peut valoir comme plan climat et énergie territoriale, PCE, dès lors qu'ils contiennent un programme d'action destiné à lutter contre les émissions de GES. Les CT, notamment les plus grosses, plus de 100 000, ont l'obligation d'établir ces PCE, ça vaut pour les intercommunalités, DPT, régions. Pour les intercommunalités, dès lors qu'elles intègrent dans leur SCO le contenu des PCE, le SCO peut tenir lieu de PCE, pas besoin d'en avoir un distinct. C'est une entorse au principe d'indépendance des législations. Avec la loi SRU du 13 décembre 2000, le législateur a fait le choix de décloisonner l'urbanisme et de l'ouvrir à toutes les législations qui jusque-là étaient indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire qu'avant, on voulait construire un ouvrage, on demandait un PC, mais aussi une autorisation au titre de l'environnement, etc. Aujourd'hui, le PC devra être conforme à toutes les législations. C'est ainsi que le schéma issu de la loi de 1995 s'est rapidement compliqué, de nouvelles normes sont apparues, des obligations nouvelles ont été imposées. Aujourd'hui, il existe des situations où des rapports de compatibilité sont obligatoires, et d'autres où il existe de simples rapports d'interférence. A. Les rapports de compatibilité obligatoires. Un rapport de compatibilité strict doit exister entre les PLU et les SCO. Les PLU doivent être compatibles et conformes avec les SCO. Ces derniers sont les principaux réceptacles sujets des obligations de prendre en compte, les SCO doivent prendre en compte tous les autres documents prévus par la loi, SAR, schéma de mise en valeur de la mer, loi littorale, etc. Les PLU doivent être strictement compatibles avec les SCO. Disons que les SCO font écran entre le PLU et le reste. Au terme de l'article L131.1 du Code de l'urbanisme, les SCO doivent être compatibles avec les documents suivants, les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne. En métropole, avec les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, SRADDET, prévu à l'article L4251-3 du CGCT. Le SCO en Outre-mer doit être compatible avec le SAR, schéma d'aménagement régional, ARL 4433-7 du CGCT. Autre document avec lequel les SCO doivent être strictement compatibles, ce sont les chartes des parcs naturels régionaux. Le document institutif de chaque parc, charte, est un document d'urbanisme, article L333-1 du Code de l'environnement. Article L331-3 du Code de l'environnement. Les SCO doivent être strictement compatibles avec les orientations fondamentales d'une orientation équilibrée de la ressource en eau telle que définie par l'article L212-1 du Code de l'environnement. Autre document avec lequel les SCO doivent être compatibles, ce sont les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de protection des eaux. Prévu article du Code de l'environnement. Mais aussi les documents de gestion des risques d'inondation par application de L566-7 du Code de l'environnement. Les directives de protection et mise en valeur du paysage prévues article L351 du Code de l'environnement. Enfin, les dispositions particulières des zones de bruit des aérodromes prévues article L112-4 du Code de l'urbanisme. B. Les rapports d'interférence. Le rapport d'interférence se traduit dans le Code de l'urbanisme par l'expression « prendre en compte ». Le rapport d'interférence nourrit la logique programmatique du droit de l'urbanisme. Sans imposer de rapport de compatibilité, le Code de l'urbanisme prévoit que le SCO prenne en compte les éléments suivants. Les objectifs du SRADDET prévus à l'article L4251-3 du CGCT. Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L371-3 du Code de l'environnement, et schémas régionaux de développement de l'agriculture marine, article L923-1 du Code rural et de la pêche maritime. Les programmes d'équipement de l'État, des CT, des établissements et des services publics. Les schémas régionaux des carrières, prévus article L515-3 du Code de l'environnement. Les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière prévus article L131-2 du Code de l'urbanisme. En cas de SCO qui ne respecte pas un rapport d'interférence, le PLU pris par application n'est pas illégal, le SCO fait écran. Toutefois, si un SCO ne respecte pas un rapport de compatibilité, le PLU pris en application sera quand même attaquable. Rappel, j'ai un décret illégal, je dépasse le délai de 2 mois pour l'attaquer. Mais un arrêté pris en application pourra lui être attaqué dans le délai. C'est pourquoi on peut attaquer le PLU illégal. Or l'administration a l'obligation de retirer tous les actes illégaux. Le nœud de la hiérarchie des normes en droit de l'urbanisme, ce sont les SCO. Plusieurs communes dans une intercommunalité. Chaque PLU devra être conforme au SCO. C'est le document de planification pivot qui fait le lien entre toutes les règles nationales et tous les documents de planification qui devront être compatibles avec. Le droit de l'urbanisme se présente comme un corpus qui règle à la fois la planification de l'occupation de l'espace et en même temps son utilisation. Partie I. La planification de l'occupation de l'espace. En tant qu'instrument de planification, le droit de l'urbanisme repose sur des documents d'urbanisme. Des cartes, plans, qui présentent une réelle portée normative. Pour autant, elle n'est pas que descriptive. Ces documents sont opposables aux tiers. Les tiers peuvent soit s'en prévaloir contre l'administration ou un autre tiers, soit justement se voir opposer les documents d'urbanisme. Ce ne sont pas des documents déclaratoires. On peut distinguer dans la masse des documents de planification, entre les outils de planification stratégique, et les outils qui fixent des règles d'urbanisme. Chapitre 1. Les outils de planification stratégique. D'un point de vue stratégique, 2 instruments particuliers doivent être étudiés, les directives territoriales, section 1, et les SCO, section 2. Section 1. Les directives territoriales.
D'un point de vue chronologique, il en existe deux, les directives territoriales d'aménagement, 1, et les directives territoriales d'aménagement et de développement durable, 2. 1. Les directives territoriales d'aménagement, DTA. Elles sont créées par la loi du 4 février 1995. Ce sont des documents qui expriment les objectifs et les orientations de l'État sur des territoires présentant des enjeux nationaux. Ces directives sont élaborées par l'État, et elles fixent d'une part les orientations fondamentales de l'État en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. D'autre part, ces directives fixent les principaux objectifs de localisation des grandes infrastructures de transport, des grands équipements, et de préservation des espaces naturels des sites et des paysages. Elles peuvent s'adapter aux zones particulières que sont les montagnes massives et les littoraux. Aujourd'hui, l'élaboration d'une DTA n'est plus possible, car l'État élabore des directives territoriales d'aménagement et de développement durable. Les DTA approuvées avant le 13 juillet 2010 restent en vigueur, conservent tous leurs effets, dès lors qu'elles ne sont pas supprimées, ou transformées en DTA-DD. Ces directives vont d'imposer au SCO, ou en l'absence de SCO, au plus. 2. Les directives territoriales d'aménagement et de développement durable, DTA-DD. Ce sont des instruments créés par la loi Grenelle II, modifiée en 2016. L'idée était de verdir le droit de l'urbanisme. Elles font que ces directives précisent les objectifs et orientations de l'État dans les domaines suivants, urbanisme, logement, transport et déplacement, développement des communications électroniques, le développement économique et culturel, les espaces publics, les commerces, les espaces naturels agricoles et forestiers, les sites et les paysages. De plus, ces directives visent à assurer la cohérence des continuités écologiques, l'amélioration des performances énergétiques et la réduction des émissions de GES. Progressivement, on s'aperçoit que les DTA sont intégrés ou repris par les DTA-DD. Section 2. Les SCO. Les SCO sont des documents de planification stratégique à long terme, une période d'environ 20 ans, créés par la loi Solidarité Renouvellement Urbain, loi SRU, en décembre 2000. Loi modifiée par l'ordonnance du 17 juin 2020, qui a modernisé les SCO afin de les adapter aux enjeux contemporains. Le périmètre du SCO doit tendre aujourd'hui vers l'échelle d'une aire urbaine, c'est-à-dire d'un grand bassin de vie, d'un bassin d'emploi. Cette notion est clairement visée par l'ordonnance de 2020. Les SCO peuvent être institués par des syndicats mixtes, des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, PETR, un pôle métropolitain, un parc naturel régional, ou un EPSI. Le SCO est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles qui sont centrées sur des questions d'organisation de l'espace, de l'urbanisme, de l'habitat, des mobilités, de l'aménagement commercial, de l'environnement, biodiversité, énergie, climat. Et depuis 2020, le SCO doit permettre d'établir un projet de territoire qui anticipe les conséquences du dérèglement climatique, les transitions écologiques, énergétiques, démographiques, numériques. Au fond, le SCO devient le document qui assure la cohérence normative en matière de règles urbaines. De ce point de vue, le SCO est un document intégrateur. Il est chargé d'intégrer des documents de planification supérieure, par exemple les schémas DPT d'aménagement de gestion des eaux, les SRADE, les SRA, etc. Le SCO est donc le document pivot, car sur son fondement, les PLU ou PLUI sont élaborés. À l'échelle locale, il assure ainsi la cohérence des documents sectoriels intercommunaux que sont notamment les plans locaux d'habitat, ou les plans de développement urbain. Les PLU doivent tous être compatibles et strictement compatibles avec les orientations du SCO. Que contient le SCO? Suite à la publication de l'ordonnance de modernisation des SCO, le document se compose depuis avril 2021 de deux parties principales, plus des annexes. Le SCO est composé d'un projet d'aménagement stratégique, qui permet à l'intercommunalité de se projeter dans le temps long, en planifiant l'occupation et le développement du territoire à l'horizon de 20 ans. Dans cette vision stratégique, le plan d'aménagement stratégique s'assure des équilibres locaux, la mise en valeur de l'ensemble du territoire, en assurant une complémentarité entre développement de l'urbanisation, système de mobilité, et espace et patrimoine à préserver. Le document d'orientation et d'objectifs, DO. Il définit les orientations localisées et chiffrées autour de 3 grands thèmes. D'abord le développement économique, agricole, et le commerce. Ensuite, le logement, les mobilités, les équipements et les services, enfin les transitions écologiques et énergétiques, et la préservation des ressources naturelles. Le DO fixe des objectifs applicables aux projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale. Il décline donc de manière chiffrée autour de ces 3 grands axes, le projet d'aménagement stratégique. Les annexes. Elles reprennent les principaux chapitres de ce qu'on appelait avant le rapport de présentation. On y trouve un diagnostic technique global de l'espace couvert par le SCO, une évaluation environnementale, une évaluation économique, une évaluation sociale. C'est la description globale de l'intercommunalité. Le SCO peut valoir comme plan climat et énergie territoriale, PSE, dès lors qu'il contienne un programme d'action destiné à lutter contre les émissions de GES. Les CT, notamment les plus grosses, plus de 100 000, ont l'obligation d'établir ces PSE, ça vaut pour les intercommunalités, DPT, régions. Pour les intercommunalités, dès lors qu'elles intègrent dans leur SCO le contenu des PSE, le SCO peut tenir lieu de PSE, pas besoin d'en avoir un distinct. C'est une entorse au principe d'indépendance des législations. Comment élabore-t-on un SCO? L'initiative appartient aux élus des structures intercommunales compétentes, car c'est l'organe délibérant de l'intercommunalité qui va fixer le périmètre sur lequel le SCO aura vocation à s'appliquer. Il appartiendra au préfet de publier le périmètre. Dans un deuxième temps, l'intercommunalité est responsable de l'élaboration du SCO. L'organe délibérant va prescrire l'ouverture de l'instruction, ou révision du SCO. Les services de l'intercommunalité vont procéder à l'instruction sous l'autorité de l'exécutif. L'exécutif mobilisera. Par suite l'organe délibérant approuvera le SCO.
Cette procédure fait intervenir les services techniques de l'État, BRGM, INSEE, l'établissement public foncier. Le projet de SCO est soumis à enquête publique. Ce n'est qu'après enquête publique que l'organe délibérant peut approuver le SCO. L'élaboration d'un SCO s'inscrit dans le temps car elle varie généralement entre 3 et 5 ans. Pour concilier autant d'enjeux différents, les services de l'intercommunalité, les services de l'État, ont besoin de temps et d'arbitrage réguliers. Le SCO une fois élaboré après enquête publique fait l'objet d'une élaboration qui vise à l'approuver, pour transmission aux autorités préfectorales qui le publient. Il devient alors opposable au tiers. Le préfet peut déférer le SCO devant le TA. Il appartiendra alors au TA de l'annuler. Depuis 2010, le SCO doit donner lieu à une évaluation au plus tard 6 ans après son approbation. Ça permet de voir si la mise en œuvre du SCO permet d'atteindre les objectifs qu'il s'est assignés. Il peut être révisé à des conditions semblables à son élaboration, et modifié après enquête publique. Les modifications ne peuvent pas bouleverser, ou apporter des modifications importantes du projet tel qu'il était prévu par le SCO. Chapitre 2 Les règles d'urbanisme. Par règles d'urbanisme, on désigne les règles qui n'ont pas de vocation programmatique sur le long terme, et qui sont par conséquent applicables immédiatement. On verra les plus en section 1, et le RNU en section 2. Section 1 Le plus. Les plus ont succédé depuis la loi du 13 décembre 2000 SRU au POS. Le plus paraît plus global que le POS. Une conception plus large de l'urbanisme, concevoir la ville de façon plus dynamique. Le plus est un document qui à l'échelle de la commune ou d'un regroupement de communes traduit un projet global de développement, d'équipement, et de urbain. Il en fixe les règles. Le plus doit, sur son périmètre, respecter les principes généraux énoncés aux articles L110 et 121.1 du Code de l'urbanisme, qui visent à les principes du développement durable, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins en matière d'habitat et d'équipement public. Commercial, touristique, sportif et culturel. Le plus expose un diagnostic établi selon les mêmes critères que pour les SCO. Il comporte un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durable, PAD, les orientations générales d'aménagement et de programmation, un règlement ainsi que des annexes. Chacun de ces documents comprend un ou plusieurs documents graphiques. À mettre en valeur, à réhabiliter, restructurer ou aménager. Le plus comprend également les dispositions relatives aux programmes locaux de l'habitat et des plans de déplacement urbain. Si le plus est élaboré au niveau intercommunal, le PLUI peut, en l'absence de SCO, après accord du préfet, comprendre des dispositions qui relèvent de la compétence des SCO. Le plus comporte enfin un règlement fixant les servitudes d'utilisation du sol, de manière à atteindre les objectifs fixés par le Code de l'urbanisme. Ce règlement est opposable à toute personne physique ou privée pour l'exécution de tous travaux ou constructions. Il peut également préciser l'affectation des sols, la nature des activités qui peuvent s'y dérouler, il peut aussi définir des règles relatives aux constructions en fonction des locales. Il détermine les règles concernant l'aspect extérieur des constructions. Ça peut aller jusqu'à la couleur des bâtiments. Il précise le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, modifier ou créer. Le plus doit identifier ou localiser les éléments de paysage, et délimiter les quartiers, îlots, à mettre en valeur. Autre élément contenu dans le règlement du plus, les emplacements pour les voies et ouvrages publics, les installations d'intérêt général, et les espaces verts. Le règlement doit également localiser dans les zones urbaines les terrains cultivés à protéger et les terrains inconstructibles. Il doit délimiter les secteurs dans lesquels l'octroi du PC peut être subordonné à la destruction de constructions existantes. Autre élément, il doit délimiter les zones concernant l'assainissement et les eaux pluviales. Le plus doit fixer une superficie minimale de terrain constructible, justifiée par des contraintes techniques ou juridiques particulières, pour prendre en compte des techniques ou des intérêts juridiquement protégés. Il s'agit de préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager. Le plus doit fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones à protéger en raison de leur paysage et écosystème. Il s'agit d'une proportion minimale de surface à protéger. Il doit imposer une densité minimale de construction dans les secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés. Le plus doit délimiter les zones urbaines ou à urbaniser des secteurs dans lesquels les programmes de logement doivent comporter des logements d'une taille minimale ou un pourcentage affecté à des catégories de logements qu'il définit dans un objectif de mixité sociale. Ces éléments vont se traduire par des prescriptions qui s'imposeront aux usagers des parcelles. Cette obligation sera vérifiée au moment de délivrer l'autorisation d'urbanisme. Le plus doit être compatible avec les dispositions du SCO, avec le schéma de mise en valeur de la mer, la charte du parc naturel régional, et les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau. Le SCO demeure néanmoins le principal document supracommunal auquel le plus doit se référer. 2. La procédure d'élaboration. La procédure commence par une délibération qui prescrit l'élaboration du plus, ainsi que les modalités de concertation. Cette délibération est notifiée aux autorités concernées, préfet, région, président du conseil départemental, le président de l'EPSI. Entre les services est organisé un débat quant à l'orientation générale du PAD. Le débat contient nécessairement une enquête publique. L'idée est aussi d'associer les citoyens à l'élaboration du plus. Pour résumer, délibération pour ouverture du projet d'établissement du plus. Notification, instruction, approbation, et transmission au contrôle de légalité. Lors du contrôle de légalité, première option, le préfet ne réagit pas, le plus est exécutoire. Soit le préfet détecte des manquements qui n'affectent pas substantiellement la légalité du plus. Il fait alors des observations. Rattraper procédure si plus conteste. Au plus tard 3 ans après approbation ou révision du plus, le conseil municipal est tenu d'organiser un débat sur les résultats de l'application du plan au regard de la satisfaction des besoins en logement, notamment de logements sociaux.
La loi évolue, elle entraîne de nouvelles prescriptions qui supposent des révisions partielles du PLU. Le préfet informe le maire de la commune, qui convoque à nouveau son CM pour délibérer sur une révision totale ou partielle du PLU. Section 2. Le RNU. Le règlement national d'urbanisme correspond à ce qui s'applique sur l'ensemble du territoire. Partie impérative, partie supplétive. En théorie, aucun espace. Instaurée en 1983, cette règle a pour objet de restreindre la constructibilité aux seules parties urbanisées non dotées d'un PLU. Ces règles générales d'urbanisme comprennent à la fois des dispositions législatives et réglementaires. A. Les dispositions législatives du RNU. Ces dispositions fondent à la fois la règle de constructibilité limitée et d'autres règles diverses. 1. La règle de la constructibilité limitée. Cette règle s'applique dans les espaces non bâtis et non couverts par un PLU. L'idée est de lutter contre le mitage de l'espace rural, tout en faisant pression sur les petites communes pour se doter d'un PLU. A. Le champ d'application territorial de la constructibilité limitée. Elle ne s'applique qu'en dehors des parties urbanisées de la commune. Pour déterminer si une zone est urbanisée, le juge recourt à plusieurs critères, un faisceau d'indices. Il considère d'abord que les parties urbanisées sont situées par les divers secteurs de constructions agglomérées de la commune. Ce sont en particulier les hameaux et les bourgs. Le juge vérifie que la construction envisagée est rattachable à un ensemble bâti et aggloméré de manière fonctionnelle. Si dans le hameau ou le bourg, on n'a que des fermes et qu'on veut construire une maison résidentielle, le juge va considérer qu'il y a une déconnexion fonctionnelle entre la construction envisagée et la zone d'implantation. Donc le juge prend en compte le caractère du secteur concerné, rural, urbain ou à urbaniser. Le juge prend en compte la desserte du terrain par les équipements publics. B. La portée de la règle. Cette règle, comme son nom l'indique, rend en principe inconstructibles les zones non urbanisées. Conséquence, le maire est tenu de refuser le permis de construire ou aménager sur ces parcelles. C'est une compétence liée, non discrétionnaire. Toutefois, l'interdiction n'est pas absolue car des constructions nouvelles peuvent être autorisées soit en raison de leur nature, soit en raison de l'intérêt de la commune. Les constructions autorisées en raison de leur nature. 4 situations visées par la loi. La première, c'est lorsque la construction vise l'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes. C'est une fausse exception. Deuxième cas, installation nécessaire à une activité agricole ou à des équipements collectifs. Troisième exception, les installations et constructions nécessaires à la transformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles. Quatrième exception légalement prévue, sont autorisées les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Entrent dans cette catégorie les décharges d'ordures ménagères. Les constructions autorisées en raison de l'intérêt de la commune. Ici l'instructeur ne donne pas de liste précise. Il s'agit d'autoriser en dehors des parties urbanisées de la commune non seulement une installation isolée, mais aussi de petites opérations en continuité du bâti existant, notamment pour éviter une diminution de la population communale. L'idée est de lutter contre l'exode rural. Les autorisations d'urbanisme accordées sur ce fondement donnent lieu à un contrôle poussé du juge administratif. Ici le juge va jusqu'au contrôle maximum. B. Les normes à caractère réglementaire. Ce sont des règles qui sont instituées de manière sectorielle, au coup par coup, pour régler des problématiques particulières. Notamment les problématiques relatives à l'entrée des villes. Elles règlent également la question des dessertes des constructions et aménagements, en énergie, moyens de transport. Ces normes ont vocation à régler des contraintes écologiques particulières, notamment en matière d'eau. C. Le contenu du RNU. Le contenu au-delà de la règle de la constructibilité limitée. De manière matérielle et fonctionnelle. Cours à rattraper. Les autorisations des urbanismes. Ce sont les autorisations administratives qui présentent un caractère individuel et qui sont prises conformément aux instruments de planification. Exemple type, le PC, qui doit être rendu conformément au PLU, sans quoi il encourt une annulation par le TA. On a vu des cas où la procédure de délivrance ne correspondait pas au PLU, et où on tombait dans le délit pénal. Prise illégale d'intérêt, apport de fonds publics à une activité privée de manière indue. Dans le cas d'espèce, on avait donné un PC à une grande surface, donc des recettes supérieures. Cette marge bénéficiaire supérieure était considérée comme une prise illégale d'intérêt. Deuxième sanction, le délit de favoritisme. Le régime actuel des décisions d'urbanisme est largement issu de la réforme portée par l'ordonnance du 8 décembre 2005 et son décret d'application du 5 janvier 2007. Cette réforme fond à la fois un régime juridique des autorisations d'urbanisme et des déclarations d'urbanisme. Il y a un document d'urbanisme qui présente à la fois le caractère d'autorisation même si ce n'en est pas une autorisation proprement dit, c'est le certificat d'urbanisme. Il donne lieu à un important contentieux. Le se caractérise par une réduction drastique du nombre d'autorisations et de déclarations d'occupation des sols. Avant 2007 on comptait 11 régimes d'autorisation et 5 de déclaration. Depuis, il n'existe plus que 3 régimes d'autorisation, que sont les PC, PA et PD. On va assimiler les permis de lotir au PA. Il existe aujourd'hui un seul régime de déclaration auquel on ajoutera celui du CU, acte administratif sui generis. Chapitre 1, les régimes d'autorisation, les permis. Les autorisations d'urbanisme reposent sur 3 types de permis, les PC, les PA et les PD. Section 1, le PC. Le PC n'est pas requis pour toutes les constructions. En deçà d'un certain volume il n'est pas nécessaire, il faut une emprise au sol suffisante. Il notion et régime juridique. Le PC est une autorisation d'urbanisme par laquelle l'autorité administrative, en principe la commune, autorise la construction d'un ouvrage. Il doit être strictement conforme au PLU. La question du PC va s'appréhender sous 2 angles, celui des constructions nouvelles.
Se pose la question de travaux sur construction existante, notamment avec changement de destination. Il peut y avoir parfois besoin d'un PC. Dans les deux cas, il existe des cas de dispense de PC. A. Les constructions nouvelles. Dans cette hypothèse, le principe réside dans l'obligation de l'obtention d'un PC. L'article R 421-1 du Code de l'urbanisme prévoit que les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un PC à l'exception de celles qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Autant les personnes privées que publiques sont soumises à l'obligation d'obtention de PC. La catégorie des constructions nouvelles impliquant l'obtention de PC est définie par défaut. Quand il n'existe pas d'ouvrage préalable, et que l'opération de travaux aboutiront à la construction d'un nouvel ouvrage, on est face à une construction nouvelle. Le Code de l'urbanisme donne une liste des constructions qui doivent faire l'objet d'une DP. Tout ce qui n'est pas de l'exception est de la règle. On divisera la liste en deux catégories, les constructions nouvelles qui font l'objet d'une dispense de toute formalité, et celles soumises à DP. A. Les constructions nouvelles dispensées de toute formalité. Le décret du 5 janvier 2007 établit une liste exhaustive des constructions nouvelles dispensées de formalités urbanistiques. Cette liste comprend 6 catégories de constructions. D'abord, première exception, les constructions dispensées en raison de leur faible importance. Ce sont des constructions dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 12 mètres, environ 3 étages, et dont l'emprise au sol est inférieure ou égale à 5 mètres carrés. Entrent dans cette catégorie les habitations légères de loisirs, mobil-homes, abris de jardin. Les éoliennes terrestres hautes de moins de 13 mètres. Les piscines inférieures à 10 mètres carrés. Les constructions dispensées en raison de leur nature. Les murs de soutènement, qui d'une manière est l'accessoire de l'ouvrage soutenu. Et certaines canalisations, lignes ou câbles souterrains, qui nécessiteront toutefois une autorisation de raccordement. Les constructions dispensées en raison de leur caractère temporaire d'une durée inférieure à 1 an. Par exemple les barques de chantier, les locaux modulaires, on veut réhabiliter un collège, en site occupé. Les constructions dispensées de permis pour des motifs de sécurité, notamment celles couvertes par le secret de la défense nationale, les aérodromes militaires, les constructions réalisées sur une propriété immobilière de l'État pour le compte des services de renseignement. Les constructions implantées sur le domaine public maritime qui prennent la forme d'installations de production d'électricité. Ce sont les installations de marée motrice, qui produisent de l'électricité avec la marée. Les éoliennes en mer entrent dans cette catégorie. Les constructions présentant un caractère amovible. C'est-à-dire ce qui ne devient pas immeuble par nature ni par destination. Les biens meubles quoi. B. Les constructions soumises à DP. Entrent dans cette catégorie les bâtiments de dimension modeste situés dans les sites patrimoniaux remarquables ou aux abords des monuments historiques ou espaces classés. Ce sont les kiosques qu'on voit sur les circuits de randonnée. B. Les travaux sur les constructions existantes, les changements de destination. Le principe dans cette hypothèse est la dispense de permis ou de déclaration de ces ouvrages. Tout est une question d'ampleur. Pour les travaux réalisés sur des biens inscrits sur la liste des monuments historiques. S'agissant des bâtiments inscrits, les travaux doivent faire l'objet d'une simple déclaration. S'il s'agit de travaux sur des monuments classés, un régime d'autorisation classé, un régime d'autorisation va s'imposer. 2. L'obtention du PC. A. La demande de PC. La demande nécessite la constitution d'un dossier qui comprend les éléments suivants. La demande proprement dite faite sur un imprimé CERFA, qui doit mentionner l'identité du demandeur, de l'architecte, la localisation et la surface du fonds, le plan de situation, accompagné du CU. Tous les travaux ne nécessitent pas un architecte. Lorsque c'est le cas, le projet architectural apparaît comme la pièce maîtresse du dossier. Ce projet architectural doit permettre au service instructeur de comparer l'état du terrain avant et après la réalisation du projet, pour voir l'implantation dans son environnement, notamment au niveau esthétique. Ça permettra de s'assurer que certaines législations sont respectées, notamment la législation sur l'eau 4, l'écoulement des eaux pluviales et l'évacuation des eaux usées font l'objet d'un contrôle. Là, du PC est placé sous la responsabilité du propriétaire du fonds, avec le recours le cas échéant d'un architecte. B. La délivrance du PC. C'est le maire qui délivre le PC sous la forme d'un arrêté municipal après délibération du conseil. Le maire d'une commune ne peut pas s'octroyer à lui-même un PC. Il aura l'obligation de quitter la salle du conseil municipal pour permettre au conseil de délibérer. Il y a eu des cas de. Il doit indiquer la destination, la surface plancher, la hauteur des constructions. Le maire peut ordonner des prescriptions que devra respecter l'ouvrage. Le maire peut aller jusqu'à demander la démolition de l'ouvrage qui ne respecterait pas les prescriptions. Il peut s'agir de prescriptions techniques voire financières sur des ouvrages particulièrement sensibles qui nécessiteront un entretien particulier, l'exploitant doit disposer de ressources suffisantes, de tel Canada par ex pour un fonds de commerce. Le permis peut être dérogatoire, reconstruire à l'identique des bâtiments détruits ou endommagés par des catastrophes naturelles. Le permis peut aussi être un permis de régularisation. Il s'agit ici de régulariser des travaux déjà réalisés sans autorisation. Le permis rétroagira à la date de réalisation des travaux, mais ça fera l'objet d'une régularisation des impôts fonciers depuis la date de réalisation. Le permis tacite est obtenu en cas d'absence de réponse expresse de l'administration au-delà du délai légal de l'administration qui est de 2 mois à compter de la date de réception en mairie du dossier de demande de PC. Le maire est tenu de respecter les prescriptions du plan local d'urbanisme. Le maire ne peut pas imposer des obligations qui ne seraient pas nécessaires au regard du plus. Section 2. Le permis d'aménager. Il concerne les travaux et installations et aménagements affectant l'utilisation du sol. I. Le champ d'application. Sont considérés comme des travaux et aménagements affectant l'utilisation des sols les hébergements légers de tourisme, et les travaux ou installations d'aménagement divers. A. Les opérations de remembrement urbain.
Ces opérations permettent à des propriétaires de se regrouper pour réunir des parcelles souvent enclavées ou mal configurées, ou alors inutilisables en l'état pour la construction. B. Les implantations des hébergements légers de tourisme. Il s'agit ici des résidences mobiles tourisme, caravanes et campings. Démontables, transportables, et destinées à une utilisation temporaire ou saisonnière. Il y a des aménagements minimums à réaliser, eau, électricité. C. Les travaux aménagements et installations divers. Certains aménagements peuvent être générateurs de nuisances, ou nécessiter des équipements spécifiques. Ce sont les terrains pour la pratique de sports motorisés. Ça peut générer des nuisances, ce qui explique la nécessité d'un PA. On ne peut pas les autoriser à proximité d'habitation, sans quoi le maire serait responsable de troubles de jouissance et engagerait la responsabilité de sa commune. Les parcs d'attractions ou aires de jeux d'une superficie supérieure à 2 hectares, qui ne nécessitent pas de construction particulière. Les golfs dont la surface est supérieure à 25 hectares. Les aires de stationnement public supérieures à 50 unités. Les aménagements de terrain accueillant les gens du voyage. De la même manière, les travaux réalisés dans les sites protégés ou classés, lorsqu'il s'agit de travaux d'entretien. 2. L'obtention du PA. A. La demande de PA. Les PA sont très hétérogènes. Ils se substituent à l'autorisation de lotir ou autorisation multiple qui existait auparavant. Le dossier comprend les éléments suivants. La demande qui indique l'identité du demandeur, la localisation et superficie du fonds à aménager, et la nature des travaux. Un plan de situation en 5 exemplaires. Le projet d'aménagement qui devient le cœur du dossier, insertion dans le paysage et patrimoine urbain. Une étude d'impact environnemental dès lors qu'elle est exigée par le Code de l'environnement, selon la nature. B. La délivrance du PA. Le PA n'obéit à des règles spécifiques que s'il concerne les lotissements, campings et parcs résidentiels de loisirs. S'agissant des lotissements, la compétence appartient généralement au maire qui autorise par arrêté l'aménagement, lequel doit être conforme aux documents d'urbanisme. Les PA relatifs à la création, agrandissement ou d'un terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs ne peut être délivré dans un certain nombre d'espaces protégés, fragiles ou classés. Le maire agit ici dans le cadre d'une compétence liée, car il sera soumis à l'obtention de l'avis des autorités de gestion de ces espaces. Le permis peut comprendre des prescriptions d'équipement, de fonctionnement des aménagements, prescriptions d'insertion dans le paysage. L'absence de ces prescriptions entraîne la nullité du permis. S'agissant d'un parking, le nombre de places maximum doit être indiqué. Section 3. Le PD. C'est un permis qui peut surprendre. Le législateur s'efforce de restreindre le droit de démolition des propriétaires. Car il entend assurer la protection et la mise en valeur des quartiers, monuments et sites. Il existe aussi des raisons sociales. Il s'agit d'éviter des destructions d'immeubles d'habitation dans les communes où les besoins en logement sont élevés. Le législateur soumet la démolition des biens immobiliers privés à un permis de démolir. I. Le champ d'application. Le PD est tantôt obligatoire tantôt facultatif. A. Le PD obligatoire. La démolition n'est pas seulement une destruction du bâtiment, c'est aussi le rendre inhabitable. Les travaux doivent porter atteinte aux grosses œuvres. Elle doit porter sur une partie substantielle de l'ouvrage. Sont soumises à l'obligation de permis de démolir les constructions sur des communes dont le conseil municipal a décidé d'instituer un PD, qu'il y ait un plus ou non. L'obligation d'un PD ne figure pas dans le plus, c'est une décision distincte du conseil municipal. Sont aussi concernés par cette obligation les bâtiments situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable. Sont soumis à PD les bâtiments inscrits aux bâtiments historiques. De la même manière, les bâtiments situés aux abords de MH ne peuvent être démolis sans permis. B. Les démolitions dispensées de PD. Ce sont celles qui concernent le secret de la défense nationale, les bâtiments menaçant ruine. Les démolitions de lignes électriques ou de canalisation. 2. L'obtention du PD. Ici, la liste des pièces exigées au dossier est très limitée. Elle comprend les éléments suivants, la demande proprement dite, la liste des bâtiments à démolir ou maintenir, la date approximative de la construction des bâtiments à démolir. Elle comprend également un plan de situation du terrain, un plan de masse, et un document photographique. L'idée est de préserver la mémoire de l'existence de ces bâtiments. La délivrance du PD appartient en principe au maire qui procède par arrêté. Le refus de démolir ne peut être fondé que sur 2 motifs. D'abord la protection de l'esthétique urbaine, et pour protéger le patrimoine. La décision ne devient exécutoire qu'après un délai de 15 jours à compter de la délivrance du permis.